Ben, le moment m'est apparu de faire un peu le point. Bon, ça n'est pas vraiment un testament spirituel, en dépit de mon âge, mais enfin, sur les progrès de la numismatique gauloise depuis ces dernières décennies. Il s'est passé beaucoup de choses. On vient de très loin. J'ai pensé qu'il était intéressant de faire un peu d'histoire. D'abord un retour sur le passé et ensuite de voir à quel point nous en sommes actuellement et dans quel sens nous pouvons espérer progresser. Disons que l'étude approfondie de la numismatique gauloise n'est guère antérieure au milieu du XIXe siècle, au terme duquel la publication de l'Atlas de la Tour, que vous connaissez tous, en 1892, et du traité d'Adrien Blanchet en 1905 ne fut qu'une première étape et surtout pas un aboutissement. Après une période de stagnation des connaissances, stagnation relative, parce que localement, des érudits de l'époque avaient continué à travailler sur des questions particulières, mais disons que les problèmes d'ensemble ont été remis en question par Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu, qui fut mon vieux maître. Mon âge me permet de l'avoir côtoyé assez jeune. Et on peut dire que pendant une quarantaine d'années, il a fait figure de maître de la numismatique celtique. Colbert de Beaulieu a cru devoir construire un système très rigoureux, fondé sur les hégémonies monétaires de plusieurs peuples, et de donner en quelque sorte un classement dit structural sur lequel nous reviendrons, qui a beaucoup modifié les anciennes optiques et qui nous a fait progresser. Alors, notre objectif est de montrer comment de nombreux constats d'ordre archéologique et numismatique ont permis depuis quelques décennies de contester sur divers plans une doctrine devenue largement obsolète et de mettre en lumière les progrès accomplis dans ce vaste domaine. Alors, dans notre première partie, nous ferons tout de même un retour du passé pour préciser rapidement d'où nous venons et nous clôturerons par, disons, la fin du siècle dernier, comment les choses se passaient encore à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Notre deuxième partie sera consacrée aux évolutions récentes et accélérées qui autorisent une vision nouvelle de la typochronologie et des attributions géopolitiques des monnayages gaulois. Alors, comment se présentaient les choses à la fin du siècle dernier? C'était assez simple. La situation de la numismatique gauloise était basée sur certains fondements que d'aucuns pensaient absolument inaltérables. Le premier, un principe intangible, c'était la centralisation des émissions attribuées à des peuples gaulois considérés comme autant d'États-nations. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à l'époque, les peuples gaulois dits historiques, ceux cités par César, étaient, pensait-on, pourvus d'une sorte de Sénat gaulois. Ça n'a jamais été prouvé. Je ne sais pas si ça marche là. Vous m'entendez? Non? Ça marche? Bon, ben, je vais être obligé d'élever la voix. En fait, voilà, ça va. En fait, ces peuples gaulois historiques cités comme États-nations étaient réputés être dirigés par quelque chose qui ressemblait vaguement à un Sénat romain et par un rix, au temps où le mot n'avait pas encore reçu son acception actuelle, qui est beaucoup plus faible et qui n'est pas le rex latin, mais qui n'est qu'un chef de guerre ou qui n'est qu'un petit chef entre nous. On s'imaginait à l'époque que cet État-nation disposait d'une sorte de l'hôtel des monnaies, là nous y sommes, n'est-ce pas? Et j'en veux simplement pour preuve qu'au bord de l'an 2000, était publié un catalogue des monnaies de Rennes, et pas par des amateurs. Et dans ce catalogue était précédé d'une bande dessinée où on montrait l'archantodane absolument magnifique, barbu,
expressif, distribuant des lingots à des ouvriers qui étaient tenus de fabriquer les monnaies et qui se trouvaient derrière lui pour aller les distribuer dans les petites banques appropriées. Voilà en gros comment l'émission monétaire gauloise était considérée à la fin du siècle dernier. Le deuxième principe fondamental était que les frontières supposées des peuples historiques étaient considérées comme intangibles et l'ont été considérées comme intangibles pendant 300 ans, c'est-à-dire les 3 centenaires antérieurs à notre ère, n'est-ce pas ? Les anciennes frontières gauloises avaient été fixées dans certaines provinces de façon assez amusante d'ailleurs, assez humoristique quand on reprend les travaux des présidents de sociétés savantes qui se concédaient entre eux des limites plus ou moins précises ou plus ou moins imprécises au gré des vents et au gré de leur responsabilité, de leur respectabilité. Et en fait, l'archéologie nous apprend que ces frontières étaient extrêmement lâches, n'étaient pas déterminées avec la moindre précision et que dans la plupart des pays de la Celtique, on parlait très exactement la même langue. Le troisième postulat portait sur les indices pondéraux qui, selon les anciens auteurs, étaient les critères essentiels des éléments de datation plutôt que les constatations archéologiques. Et ces indices pondéraux et d'aloi métalliques étaient prédominants. Quand on relit les travaux des anciens auteurs, plus il y a de bonheur dans la pièce, plus la pièce est ancienne. Et plus l'attelage est pauvre, plus l'alliage est pauvre en métal précieux, plus la pièce est récente. C'était un postulat. C'était un postulat. Enfin, quatrième élément, il est négatif. L'épigraphie ne jouait à l'époque qu'un rôle insignifiant, les monnaies gauloises étant réputées mouettes. Bon, il est exact que jusqu'au début du deuxième tiers du deuxième siècle avant notre ère, les monnaies gauloises n'étaient guère loquaces, mais elles le sont devenues pratiquement à partir de la fin du deuxième siècle, et ce, jusqu'au Principat d'Auguste, et dans des proportions tout à fait remarquables, qui n'avaient pas pu, bien sûr, être appréhendées à l'époque, à la fin du siècle dernier. Alors, au milieu du XIXe siècle, Colbert de Beaulieu s'est affranchi de ces principes considérés comme fondamentaux et posa de nouveaux concepts qui modifièrent sensiblement un système considéré comme traditionnel. Et il est très difficile de cadrer en aussi peu de temps les grandes révolutions de Colbert de Beaulieu de façon détaillée. On peut tout de même considérer 3 grandes sections, 3 grands paragraphes. D'abord, les hégémonies monétaires. Ceux qui ont participé au colloque de Bruxelles sur l'œuvre de Colbert il y a quelques années se souviennent du propos que j'avais tenu sur les hégémonies monétaires qui, d'après Colbert, étaient incontestables. Celle des Arvernes, sur pratiquement l'ensemble de la Gaule, celle des Vénètes sur les peuples de l'Armorique et le petit peuple des Ambiens sur les peuples du Belgium, en oubliant d'ailleurs les peuples du sud-est de l'île de Bretagne. Alors, cette affaire est tout de même une histoire dont on doit rechercher les prodromes. Colbert, qui était un grand passionné et un grand romantique, avec une admiration non dissimulée pour Camille Jullian. Et Camille Jullian vivait à l'époque où on plaidait pour l'hégémonie, à l'époque de l'Athènes finale, de certains peuples sur d'autres. Et Camille Jullian avait imaginé, à la suite d'une virée d'Asdrubal qui avait suivi la piste de son frère pour aller le rejoindre et l'aider au début du IIe siècle, avait été reçu par différents peuples gaulois et notamment par des délégués arvernes. Et Jullian avait tiré la conclusion que le peuple arverne avait pris une ascendance sur les peuples du sud de la Gaule, et le seul texte qui existait pour en parler était celui de Strabon, un texte qui est absolument inutilisable. Strabon n'était pas allé en Gaule et nous dit que les Arvernes régnaient sur
sur pratiquement toute la Gaule, de Narbonne jusqu'aux Pyrénées, si ma mémoire est bonne, et même jusqu'au Rhin. Alors Colbert a eu une idée géniale pour suivre Julian, de porter sur le plan numismatique la théorie de Julian sur l'hégémonie du peuple arverne, qui eut des conséquences extrêmement importantes sur nos chronologies, n'est-ce pas? En bref, d'après Colbert, les Arvernes, ce que je dis là, ça traîne encore de nos jours, des relents de cette thèse sont encore utilisés, je vous le dirai tout à l'heure, et jusqu'à la fin du siècle précédent, c'était du droit commun. Pour Colbert, les Arvernes avaient donc une hégémonie monétaire sur toute la Gaule, ou pratiquement toute la Gaule, et elle n'a pris fin que lors de la célèbre bataille de Fabius Maxime, le consul Fabius Maxime et son collègue Aénobarbus, la barbe d'airain, qui avait écrasé la coalition Arverne et Allobroge. C'est la fameuse date de 121, à partir de laquelle on pose le postulat que les Arvernes ne régnaient plus sur toute la Gaule. Alors, à partir de 121, tous les peuples amis des Arvernes, ou ceux qui n'étaient pas amis du tout, commencent à frapper monnaie, à battre monnaie, mais tout ce qui avait été frappé avant, et qui était généralement considéré comme de l'or, était en quelque sorte inspiré par les Arvernes. Alors, le résultat de cette opération, c'est que, en très peu de mots, pour faire bref, toute la chronologie des émissions gauloises était comprise en dehors du peuple de l'Arvernie, qui peuplait l'Arvernie, était comprise entre moins 121 et les prodromes de la guerre des Gaules. C'est-à-dire que de très nombreux auteurs étaient bien obligés de considérer qu'avant moins 121, il n'y avait pas de monnaie du tout, il n'y avait pas d'atelier pour les émettre. Alors, à titre indicatif, je reviens sur une citation de Hygge van der Wielen, qui avait fait un travail remarquable en 1999 sur le monnayage des Allobroges, et qui écrit noir sur blanc à l'aube de l'an 2000, il inscrivait dans la durée les émissions Allobroges entre la conquête de la Provincia et l'avènement d'Octave. Bon, je prends aussi une citation des auteurs de la protohistoire de la Bretagne, 1995, c'est tout proche. Il ne semble pas que les Armoricains aient eu d'atelier monétaire autonome avant la chute de l'hégémonie arverne, consécutive à la défaite de leur roi Bituitos en moins 121 devant les armées de Rome. Voilà quel était le droit commun à la fin du siècle dernier. Et nous en avons encore actuellement des relents. La deuxième construction de Colbert de Beaulieu est beaucoup plus complexe. Et là, c'est assez difficile à énoncer parce qu'il faudrait revenir sur une foule d'éléments primordiaux que nous n'avons pas le temps d'aborder. C'est la méthodologie des ensembles que Colbert a construite de toutes pièces à partir de quelques citations de Lévi-Strauss pour lequel il avait une admiration sans borne, et il a voulu pallier quelques défauts comment dirais-je, dans la typologie de la numismatique gauloise en créant de toutes pièces un système qu'il a qualifié de loi monétaire. Aussi bien en épistémologie qu'en bonne sémantique, il n'y a pas de loi quelle qu'elle soit quand il s'agit d'artefacts, puisque ce sont des mains humaines qui l'ont bâti, qui l'ont construit. Vous avez un excellent article qui avait été publié dans la revue belge de numismatique de 2016 par Dominique Collard et M. Charnotet, justement sur ce thème, pour bien mettre en lumière le caractère artificiel d'une construction qui ne jouait finalement que sur 3 échantillons. Et 3 échantillons qui étaient tout de même relativement ciblés. Le premier, c'était celui des innombrables statères en billon dits coriosolites, qui à l'époque n'avaient pas été augmentés des 70 000 exemplaires de Châtillon II. Ah oui, il faut le souligner. Le second, c'était le petit monnayage de Vercingétorix. Il y a 29 exemplaires connus, je crois. En tout et pour tout, c'est un peu faible pour construire un système. Et le troisième, c'était le monnayage des Parisii, qu'il avait, si je ne m'abuse,
divisées en 6 classes, en donnant à ces classes, ce qui est très important, un caractère chronologique. Bon, disons que sur le plan philosophique, le système n'a pas fait très long feu, mais dans sa nomenclature, il était tellement pratique qu'on l'utilise encore maintenant. Colbert, en partant de l'un de ces 3 échantillons, avait déterminé des ensembles, un ensemble monétaire qui normalement était constitué à partir des images de coins monétaires, n'est-ce pas, suivi, si je ne m'abuse, de séries, lesquelles étaient suivies par des groupes. Sous les groupes, il y avait les classes, et pour parfaire l'analyse, sous les classes, il y avait les variétés. Alors, c'est une terminologie qui est facile, qu'on utilise encore maintenant pour partie. Certains termes ont été abandonnés. Le mot ensemble subsiste, mais l'ennui, c'est qu'un ensemble peut ne pas être monétaire ou peut ne pas être lié à la typologie monétaire. Les lamellaires du Belgium, par exemple, constituent un ensemble. On ne peut pas parler de classe ni de série. C'est une entité. De très nombreuses monnaies en Gaule ne peuvent pas autoriser une analyse verticale et structurale plus exactement, comme celle que proposait Colbert. Alors, en définitive, et pour aller un peu plus vite, ce qui subsiste encore maintenant, c'est la série et la classe. On utilise toujours ces vocables qui sont pratiques et qui ressemblent un peu à une auberge espagnole parce que chacun y met très exactement ce qu'il veut y mettre. Hein. Alors, Colbert nous disait, il faut tout de même le rappeler, la série est un ensemble formant une entité monétaire et numismatique évidente où les classes ne sont que les variétés d'un même thème typologique. Ah ben oui, mais il revient à la notion de la typologie dans une explication qu'il donne sur sa nomenclature structurale. Et ça, c'est quand même un petit peu choquant. Disons qu'en chemin, la notion même de typologie, au sens où l'entendaient les anciens auteurs, s'était en partie perdue, n'est-ce pas? Alors, je tiens à citer une dernière et 3e construction de Colbert, parce qu'elle me paraît très utile, fort astucieuse et insuffisamment utilisée. C'est celle de Faciès de Seythe. Et là, je suis absolument d'accord avec l'analyse qu'il en faisait. Colbert, conscient de certaines choses, et notamment que les frontières des peuples gaulois n'étaient pas toujours nettes, avait eu l'idée de pourvoir les sites archéologiques qui avaient produit des monnaillages gaulois de véritables faciès. Et on comparait ces faciès d'un site à l'autre pour voir s'ils ressortissaient au même peuple ou aux mêmes ateliers. C'est extrêmement facile à manier. Moi, je l'ai fait dans le temps pour le Belgium, les sites du Belgium qui ont produit des monnaies, qui sont souvent des sanctuaires tardifs, n'est-ce pas? Pardon? Ah bon, qui sont souvent des sanctuaires tardifs. Je disais, se prête facilement à la notion de faciès quand il comprend 7 ou 8 parts du camembert et pas plus. Mais chacune de ces parts n'est pas forcément un élément purement numismatique, typologique, je veux dire. Il arrive très souvent que pour déterminer la faciès d'un site du Belgium, on prenne tous les petits bronzes qui ont été émis dans le même intervalle de temps, enfin, que nous appelons dans notre jargon le FGA, le Fonds commun des Ambiani, et qui ne valent que pour une seule rubrique. Et en comparant l'intérieur de ces rubriques au sein du pays ambien, on arrive à voir quels sont les pics de fréquence de ce type de monnaie, des monnaies qui sont très tardives et qui ne sont qu'un élément d'un faciès qui en comporte 5 ou 6 ou 7. Alors il y a l'or, il y a l'argent belge, l'argent externe qui peut venir de partout, qui n'est généralement peu nombreux. Il y a le type des petits bronzes tardifs, généralement post-césariens. Il y a les bronzes frappés externes, les potins du Belgium et les potins de la Celtique. Et on arrive à avoir un faciès de sites qui est assez net et qu'on peut comparer d'un site à l'autre pour voir ceux qui forment des ensembles. C'était une très bonne idée, elle a été suivie par
Pierre-Marie Guillard pour les sites de Haute-Normandie, avec bonheur, et à mon avis, c'est insuffisamment utilisé en l'état. Voilà. Alors, nous en étions à peu près à ce stade. Lorsque le siècle dernier a pris fin. Le moment est venu de voir depuis lors ce que l'on a tenté de faire. Ce sera notre seconde partie. Dans un premier temps, disons que de grosses erreurs ont été corrigées. Elles ont été corrigées facilement parce que Colbert de Beaulieu, sans s'en rendre compte lui-même, avait en quelque sorte ruiné d'une seule phrase, une partie de toute sa construction que j'évoquais tout à l'heure. Je vous lis cette phrase. « Le monnaillage d'un peuple est par définition formé par l'ensemble des séries émises par un même pouvoir. » Mais est-ce que, dans tous les cas considérés, c'était un même pouvoir, une personne morale publique, pas une personne physique, une personne morale publique, une émanation politique, si vous voulez, qui avait déterminé ces émissions monétaires. C'est une première notion qu'on va devoir prendre en considération, en même temps que celle de la ruine des hégémonies et du retour à un axe chronologique cohérent. À partir du moment où on ruinait la thèse des hégémonies, comme en particulier la thèse des hégémonies arvernes, et où on cessait de comprimer dans une petite quarantaine d'années l'ensemble des monnaillages de peuples complets, qui étaient des peuples États-nations, qu'on considérait comme États-peuplades, comme Goudineau et Père, mais peu importe. Il s'agissait de savoir si c'était vraiment un pouvoir politique qui avait émis ces monnaies, un hôtel des monnaies, ou si les commanditaires étaient différents. Et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés en restituant tout de même un axe chronologique qui repartait du début du IIIe siècle. Et là, je m'explique. Dès le XIXe siècle, on s'était aperçu que les imitations de Philippe remontaient quand même au tout début du IIIe siècle. Pas au tout début, au début du IIIe siècle. Alors que vraiment, il est possible qu'il y ait eu des premières imitations à la fin du IVe. Mais dans l'optique des numismates de l'époque, la celtisation avait été très lente. On partait d'une imitation de Philippe avec l'Apollon droit, à la tête de l'Apollon droit, et cette imitation de Philippe était considérée comme se celtisant petit à petit avec une grande lenteur. Et on s'est aperçu que ce postulat, comme d'autres, était faux. Je vais peut-être vous demander de projeter la première. Non, c'est pas celle-là, c'est pas ça, c'est la première, c'est celle qui est en noir et blanc. Voilà, c'est celle-là. Prenez le premier stataire, qui est un stataire pré-Burovis, d'une imitation de Philippe, avec la tête d'Apollon droit et le bige à 2 chevaux, qui sont bien nets, et les premières imitations de lettres grecques qui ne sont plus que des motifs décoratifs qui sont en exergue. Prenez les deux monnaies suivantes, la figure 2 et la figure 3. Vous verrez que la figure 3 est une imitation magnifique de facture qu'on pourrait dire presque grecque de l'imitation du stataire d'Abydos, et la seule petite celtisation sont les 3 petites boules ornementales qu'il a sous l'oreille. Mais il est encore très proche du type grec. Regardez le droit de la monnaie qui est au-dessus. Elle est déjà extraordinairement celtisée. On croirait voir la chevelure d'un stataire à flanc large du début du IIe siècle, et il n'y a plus rien de commun, si vous voulez, entre l'expansion de cette coiffure et la coiffure grecque, qui reste finalement tout à fait dans la norme de l'imitation. Mais regardez maintenant le revers. Eh bien, il a été émis par le même coin. Il a été émis par le même coin, et le coin de la monnaie celtisée n'est pas plus, comment dirais-je, n'est pas en plus mauvais état que celui de la monnaie initiale. Donc, c'est dans un même atelier qu'à peu près au même moment, on a produit, au début du IIIe siècle, une imitation
une imitation de Philippe en hémistatère lourd, ce sont des pièces qui pèsent 4,20 g, 4,30 g, hein, une imitation de Philippe encore très proche du type grec, et en même temps, comme dirait M. Macron, on a produit un autre hémistatère dont le droit était complètement celtisé, pardon. Ça, c'est un premier élément qui a permis tout de même d'allonger, si vous voulez, la durée de la production monétaire et de répartir dès le début du IIIe siècle une quantité importante de monnaie. Là, actuellement, avec Pierre Messorovitch, on va travailler sur cette question-là, puisque nous disposons, depuis les fouilles du charnier de Ribemont, d'une date absolue, puisqu'on sait que les monnaies d'or, les hémistataires de faible poids en métal qui est déjà un peu altéré, portaient au droit comme au revers les fameux glaives à la garde anthropomorphe, qui n'étaient utilisés guère qu'au IIIe siècle, et que ces monnaies-là avaient déjà des prototypes qui étaient plus anciens, encore plus lourds et en meilleur or. Donc, on a des relais chronologiques qui nous permettent maintenant d'articuler une typochronologie sans se figer sur une seule émission et le bref temps que recouvrait cette émission. Ce qui est intéressant en numismatique gauloise, c'est de savoir par région ce qui a été produit et quel est l'enchaînement de cette production pendant les 3 siècles, n'est-ce pas, où les monnaies gauloises ont été émises et ont circulé. Mais se figer sur une seule émission pour en faire une analyse structurale ne présente à la limite qu'un intérêt moindre. Par ailleurs, en faisant sauter complètement le verrou de la date de moins 121, on a pu restituer à la quasi-totalité des peuples gaulois des monnaillages fort anciens qui remontaient jusqu'au XIIIe siècle, qui leur revenaient tout à fait. Et de cette sorte, on est arrivé, il n'y avait pas de trou comme on l'a pensé au début du IIe siècle. Ça, John Stills l'avait montré dans l'ouvrage qu'il a sorti dans les années 98. Il était déjà certain que les stataires à flanc large des peuples du Belgium remontaient au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ça n'était plus contestable. Et maintenant, on peut dire que notre souci est de couvrir à peu près normalement les 3 siècles, sans concentrer les émissions d'un seul peuple sur une trentaine ou une quarantaine d'années, ce qui n'était pas supportable. Nous avons ensuite en revenant à la notion de type monétaire et de chronologie revue et rectifiée en fonction de contextes significatifs, car beaucoup de fouilles ont eu lieu. Il y a quand même pas mal de monnaies qui n'étaient pas datées ni datables auparavant, qui ont été trouvées en stratigraphie, et pas en contexte fantaisiste comme le prétendent certains, mais bien en stratigraphie, qui étaient parfaitement datables. On est arrivé à remettre sur pied, à corriger nombre d'erreurs sur la datation d'ensembles comme les potins, qui, d'après Colbert, était apparu un petit peu avant la guerre des Gaules, alors que maintenant il est prouvé en Gaule et dans l'Helvétie, en Suisse, que les premiers potins sont datables du milieu du IIe siècle, et notamment chez les Sénones. On aura l'occasion d'en parler. On a pu remettre à sa date véritable le fameux trésor de Taillac, qui était daté, à cause de la date fatidique de moins 121, de moins 80 par Colbert et par les numismates de l'époque. Il ne faut quand même pas l'oublier. Maintenant, tous les auteurs sont d'accord, y compris récemment Eneko Iriart dans son bouquin, qui a fait la synthèse des éléments de datation du trésor de Taillac, et on admet tous qu'il a été déposé sans doute au milieu du IIe siècle et qu'il contenait des monnaies qui avaient déjà été émises dans la première partie du IIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà le genre d'erreur qu'on a déjà largement rectifié. Alors, j'ai parlé de Ribemont tout à l'heure et de l'apport remarquable des hémistataires du charnier, puisque là, nous avons une date très précise. On pourrait peut-être... Non, ça, je n'en avais pas parlé. Non, j'avais pas fait de photo sur ce plan-là, mais ça a été largement publié. Donc, nous avons trouvé tout de même dans la Somme l'hémistataire de Thésy dans une stratigraphie en milieu clos qui remontait à la moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui a permis de relever sensiblement la datation
de monnaie homotypique. Et puis, nous avons le problème des petites monnaies en argent que Colbert appelait la zone du denier, et notamment de la série monumentale de Calétédou, qui, selon lui, avait été émise à la suite j'allais dire, du règne du dictateur Sylla, alors qu'en fait, la première de ces monnaies était une monnaie de Sulla, qui fut un magistrat du milieu du IIe siècle, et à partir duquel on a trouvé en stratigraphie ces petites monnaies d'argent de Calétédou, qui sont probablement d'origine militaire, n'est-ce pas, mais qui ont été émises dans l'est de la Gaule un peu partout, chez les Éduins, les Périéduins, et qui ont servi de monnayage militaire pratiquement jusqu'au Principat d'Auguste. Mais là, on a pu relever quand même d'un siècle, la datation d'une série monétaire qui était quand même importante et qui était bien pourvue. Alors, nous en venons maintenant, rapidement, j'ai encore le temps, nous en venons maintenant aux nouvelles perspectives. Alors, la première, je ne suis pas vraiment étranger, c'est la remise en cause fondamentale de la théorie traditionnelle des pouvoirs émetteurs. En fait, il fallait tout de même se demander un jour si le pouvoir émetteur d'un peuple considéré comme État-nation, d'un peuple historique de la Gaule, avait eu son hôtel des monnaies avec des magistrats chargés de le faire fonctionner et de distribuer les monnaies à tout le monde et à tous ceux qui en avaient besoin. Colbert, qui avait parfois des intuitions fulgurantes, avait été gêné et s'était mis, ne pouvant pas résoudre le problème, compte tenu des impératifs qu'il avait cultivés, avait imaginé que les ateliers centraux, que les ateliers d'État, étaient pourvus d'officines. Mais il n'a jamais donné de définition de ces officines. Est-ce que c'était des ateliers indépendants ou est-ce que c'était des reflets de l'atelier général, n'est-ce pas ? Et jusqu'à maintenant, dans tous les milieux d'ailleurs, une monnaie est attribuée au Sénon, ou elle est attribuée aux Suétions ou au Rem, n'est-ce pas? Et en filigrane, c'est le pouvoir politique de chacun de ces peuples qui, dans son hôtel des monnaies, a émis les pièces. Et si c'était tout à fait différent, si il n'y avait pas eu, en numismatique gauloise, de pouvoir d'émission, de pouvoir politique d'émission, si le fait de faire frapper monnaie n'avait pas été le privilège d'un certain nombre de notables, de commerçants, de chefs de guerre ou d'aristocrates. Et petit à petit, les preuves sont très difficiles à accumuler, puisque ce sont souvent des preuves de faits négatifs, comme l'absence d'atelier. C'est difficile à mettre au point. Mais on peut à présent, tout de même, appréhender des phénomènes qui sont très démonstratifs. D'abord, celui des ligues. On sait maintenant que dans toute la Gaule, des émissions ont été produites, non pas par un seul peuple, mais par plusieurs peuples, des émissions de pièces rigoureusement semblables depuis le début du IIe siècle, n'est-ce pas, qui pouvaient être très importantes comme les statères à flanc large des pays du Belgium. N'oublions pas tout de même que ces statères à flanc large ont circulé pendant pratiquement les 8 premières décennies du IIe siècle avant Jésus-Christ et ont servi de monnaie, je peux dire, courante, en unité et en division, à 8 peuples différents, n'est-ce pas ? Au moins 5 en Gaule-Belgique et au moins 3 dans l'île de Bretagne. Et d'ailleurs, l'un des coins monétaires qui a permis de frapper ces pièces a été trouvé en Angleterre, enfin dans l'île de Bretagne, et non en Gaule. Ce monnayage des ligues, on ne peut pas l'évacuer d'une pichenette, intéresse à peu près toutes les régions. Les fameuses émissions des statères en or bas à la main, qu'on voit au revers des séries qui sont bien connues, ont circulé parmi 4 peuples, dont les peuples du Médoc, n'est-ce pas ? On voit de
de ces lignes monétaires partout, et même et surtout en armorique, où des séries qu'on avait indûment attribuées au Riedon, en fait, ont été émises par les peuples de la Loire, de même que les séries monétaires en or, avec les têtes d'Apollon au cordon perlé, et que Colbert attribue à tort aux Vénètes, et qui ont été émises par les peuples de la Loire, et qui n'étaient absolument pas Vénètes. On n'en a pas trouvé chez eux, alors qu'on en a trouvé chez les Namnettes, chez les Cénomans et jusque chez les Andécaves, n'est-ce pas? Il y avait là quand même des questions à se poser. Alors, il y a tout de même un deuxième argument qui est important, c'est le fait qu'à l'époque de l'indépendance, on connaît très peu, en dehors de la déformation du nom de Philippe, on connaît très peu de stataires qui portent des légendes. On en connaît tout de même 3 ou 4. Et dans ces 3 ou 4, ben, vous avez de mémoire Eki Taïsio, vous avez, pour les peuples de la Loire, vous avez Caballos Contessil, et vous avez Épantis en lettres grecques. Ben oui, mais que signifient ces 3 légendes maintenant? Grâce à Lambert et à Delamarre, on connaît bien la langue gauloise, ce sont des noms glorieux de petits chefs militaires, rien d'autre. Les 2 premiers sont des chefs cavaliers, et le 3e est un monsieur qui avait souffert. Le mot souffrance, et pantis en langue gauloise, est tout à fait imagé. Mais aucune de ces légendes ne se rapportait à l'ombre d'un pouvoir civique. Quand on prend maintenant le flot de légendes qu'on a recueillies depuis la publication du dictionnaire de Brigitte Fischer et de Colbert de Beaulieu, on a tout de même, depuis 1999, 62 légendes supplémentaires qu'on a publiées récemment avec Dominique Collard pour mettre à jour l'état des légendes gauloises. Mais elles sont toutes parlantes, ces légendes. Elles ont pratiquement tout un sens. La plupart des chefs gaulois dont on connaît maintenant les noms, des noms qui sont plus ou moins glorieux, généralement glorieux, ils sont très contents d'eux. Ducomaros, c'est le grand chef, enfin, voilà. Mais ce sont des individus, ce ne sont pas des cités, ce ne sont pas les équivalents des civitates romaines, ce ne sont même pas des pagis. Ce sont des individus qui ont décidé un beau jour qu'ils avaient besoin d'avoir de la monnaie pour les transactions courantes. Ce sont généralement des petits bronzes qui n'avaient pas une forte valeur, qui appelaient un atelier compétent, ce qui nous amène à la description, à la problématique des ateliers monétaires gauloises, et qui faisaient frapper des monnaies à leur nom. Et c'est rien d'autre que ça, n'est-ce pas? Les chefs de guerre, comme l'Itavicos par exemple, faisaient frapper des monnaies à leur nom pour payer leurs cavaliers. Mais ce n'était pas l'État édouin qui avait frappé les... Voilà. Alors, on est arrivé à tout de même cette analyse qui est complétée par celle très nouvelle des outils monétaires et des ateliers monétaires. C'est un grand problème qui actuellement n'est pas résolu, mais on a déjà quand même quelques éléments. Colbert de Beaulieu connaissait 7 coins monétaires pour la métropole. Actuellement, nous en sommes à une 60aine, dont seulement 4 n'ont pas encore été publiés, mais vont l'être. Aucun de ces coins monétaires n'a été trouvé en stratigraphie ni dans un atelier déterminé. On s'est aperçu depuis le début du XXIe siècle que le matériel monétaire gaulois n'était en fait pas connu, puisque les coins monétaires étaient accompagnés de disques monétaires qui permettaient de fabriquer des coins, n'est-ce pas, et de poinçons monétaires qui avaient l'image en relief, qui permettaient, dans le moule du coin, d'obtenir une image en creux qui allait permettre de frapper une monnaie en relief. Et le monnayage celtique, et gaulois plus exactement, est un des seuls de l'Antiquité à avoir tout de même une prolifération d'outils qui permettaient aux petits ateliers de pallier le manque de bons graveurs pour faire des pièces de la qualité des prototypes. Ce qui a récemment amené Cédric Lopez à comparer, à supposer, avec quand même de bons éléments, que les ateliers n'étaient pas polyvalents,
qui avaient des ateliers de fonderie pour fabriquer les coins, des ateliers de gravure pour les frapper, des ateliers de gravure pour noter l'image sur la partie lisse du coin, et des ateliers de frappe pour émettre les monnaies. Quelquefois des circuits courts où on avait l'atelier de frappe et l'atelier de fonderie qui se rejoignaient et qui sortaient directement les monnaies. Là, pour illustrer mon propos, on va peut-être, oui, non, ce qui était avant, voilà. Alors, voilà un exemple précis, c'est un des rares exemples que nous ayons de la mobilité d'un atelier monétaire. N'est-ce pas? Ces ateliers, pour moi, quelques-uns étaient peut-être fixes, il ne faut pas être péremptoire, enfin, mais la plupart de ces ateliers étaient mobiles et répondaient à la demande de certains commanditaires. Vous avez en haut, et c'est très important, des hémistataires d'une qualité très remarquable qui ne sont pas en or pur, qui sont en fait en argent. On connaît la provenance de cet argent, c'était les innombrables monnaies massaliotes qu'on a trouvées sur le rivage normand, c'est le seul cas, Bordeaux-Saint-Clair est le seul emporium qui ait été révélé par la numismatique, n'est-ce pas? Et un atelier qui avait dû être, qu'on a repéré d'ailleurs, mais qui n'a pas été fouillé malgré notre demande, un atelier fort important, s'était servi de l'argent des imitations de Rodé et d'Emporion et de l'argent massaliote pour constituer des lingots de pièces que vous voyez là et dont le pourcentage d'or, certaines ont été analysées, ne ressort qu'à pas tout à fait 15%. Vous avez en dessous le même hémistataire en or absolument pur qui pèse un peu plus d'1 gramme de plus que les hémistataires de Bordeaux-Saint-Clair et qui a été trouvé avec plusieurs autres éléments à Varangeville-sur-Mer. Mais si vous regardez bien l'hémistataire en électrum numéro 1 et l'hémistataire en or, vous constatez que le droit est issu du même coin. Ça voulait dire quoi? Eh bien, ça voulait dire tout simplement que les gens qui exploitaient ce site de Bordeaux-Saint-Clair, qui était quelque chose comme un comptoir maritime, le seul qu'on connaisse, avaient appelé un atelier pour façonner sur place des séries monétaires avec le métal qu'on leur donnait, c'est-à-dire l'argent des monnaies grecques, de style grec, massaliote et d'Emporion et de Rodé qui avaient été refondus, n'est-ce pas, avec un peu d'or. Ils ont remballé leurs outils, leurs masses, ils sont repartis chez eux, c'est-à-dire dans la région de Dieppe, et ils se sont remis à frapper des statères en bon or, à la demande d'autres commanditaires. C'est une des rares preuves tangibles que nous ayons de la mobilité des ateliers. Curieusement, Colbert avait eu l'intuition, qui ne repose absolument sur rien dans ses études, sur la faiblesse des émissions par coin. Il ne connaissait pas les coins, il n'en connaissait que 6 ou 7, comme je vous ai dit. Aucune analyse n'avait été faite, mais il avait, comme qui dirait, l'intuition que les émissions n'étaient pas considérables dans le monnayage gaulois, qu'il fallait beaucoup de coins pour faire beaucoup de pièces. Jusqu'à une époque très récente, c'est-à-dire les alentours de l'année 2010, des spécialistes, d'éventuels spécialistes, n'hésitaient pas à écrire que, à propos notamment du trésor de monnaie cénomane, qui avait été publié dans les années 2009 par Aubin et 2 autres personnes, que les coins monétaires gaulois pouvaient certainement frapper un minimum de 5000 pièces et pouvant aller jusqu'à 40 000 pièces, 40 000 exemplaires par coin, et qui laissaient au lecteur le soin de se faire une idée entre 40 000 et 5000. Bon, Colbert, sans que rien ne lui donna l'intuition, avait écrit que si un coin gaulois pouvait frapper 500 ou 600 exemplaires, c'était bien le bout du monde. Et il se trouve qu'il n'avait, à mon sens, probablement pas tort. En effet, nous avons étudié maintenant un lot très important de coins monétaires gaulois. Certains sont petits, ont la forme de cachets, sont très friables et se cassent
presque tout de suite, et là nous en avons la preuve avec les monnaies d'argent au taureau, dont on a trouvé in situ une trentaine d'exemplaires qui sont tout neufs. Les frappes sont absolument magnifiques, mais dans des frappes qui n'ont pas bougé, qui sont très fines et très belles, il y a déjà des cassures de coins qui sont perceptibles en dehors de toute usure. Il est probable qu'on ne pouvait pas frapper beaucoup de pièces avec ce matériel. Tout cela nous amène à considérer maintenant très sérieusement que quand on parle, comme Martin l'avait écrit dans son bouquin publié récemment, quand on parle de monnaie éduenne, il faut parler de monnaie émise chez les Éduins, de monnaie sénone, de monnaie émise chez les Sénones, mais surtout pas par le pouvoir sénone ou éduin, n'est-ce pas ? Dans un autre ordre d'idées, oui, on peut passer peut-être à la troisième photo. Cette mobilité des coins peut être vue également dans certaines usurpations que Colbert appelait des homotypies de contiguïté, en bon français des imitations de voisinage, n'est-ce pas, qui n'existaient que sur un plan assez formel. Pour Colbert, il y a souvent des imitations de figures, qui sont liées au fait qu'un peuple était à côté d'un autre, ou que des copies ont été faites, ou que sais-je. C'est beaucoup plus compliqué que ça, ce problème. Si vous prenez cette série-là, ce sont la fameuse série des monnaies en or au fleuron des peuples de la Basse-Seine. Bon, je m'interdis de les donner au Véliokas parce qu'on en trouve autant. Mais bon, un peuple de la Basse-Seine jusqu'à Rouen a émis ses statères à flanc large, ses hémistataires à flanc large, qui étaient imités des grands statères à flanc large des peuples du Belgium, et dont on a trouvé bon nombre. Si vous regardez le dernier, la figure 7, qui est agrandie en bas, figure 7 par 2, et que nous appelons l'hémistataire de Drocourt. Vous trouvez au droit une figuration absolument magnifique avec la chevelure typique de tous les exemplaires connus de la série au fleuron. Mais qu'est-ce que vous trouvez derrière? Vous trouvez très exactement le revers d'une monnaie vénète, d'un statère vénète au détail près. Statère vénète dont vous ne trouvez absolument aucune trace dans les émissions en or de la Gaule du Nord-Ouest. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire qu'un brave gars d'un atelier de la Seine moyenne avait acheté ou avait piqué un coin monétaire vénète ou armoricain dont il s'était servi pour frapper une belle monnaie. Ce n'est pas du tout une homotypie de contiguïté. Bon, le mot contiguïté lui-même n'est guère admissible, notamment en Gaule-Belgique, quand on s'aperçoit que nombre de petits bronzes de la basse époque ont été imités, non pas du tout sur des monnaies connues en Gaule ou des monnaies proximes, mais sur des monnaies ibériques. On a très souvent des imitations extrêmement lointaines. Denain avait fait un article dans le temps qu'il avait appelé les imitations lointaines, où il avait déjà cultivé le problème. Et tout cela nous amène en définitive, en conclusion sur ce point, nous amène à dire qu'il est tout à fait probable actuellement, compte tenu de tout ce qu'on a empilé, que le pouvoir émetteur n'était pas politique, et surtout pas civique, mais qu'il était entre les mains d'un certain nombre de personnes intéressées, pouvant aller d'ailleurs jusqu'au pouvoir religieux. Il est à peu près certain que les peuples, notamment que les occupants, les responsables des sanctuaires de la Basse-Somme, ont fait venir des ateliers mobiles pour frapper des pièces à leur convenance, avec toujours des différends. Comme quelqu'un l'écrivait, la variété des petits bronzes du Belgium est étourdissante. Alors actuellement, disons que l'idée progresse et qu'on commence petit à petit à admettre une grande pluralité d'ateliers dans des zones très restreintes.
Et récemment, Foucret et Feu Bullard ne disaient pas autre chose dans le bouquin qu'ils ont sorti sur les bronzes de la région parisienne et de l'Île-de-France, où ils admettent une pluralité d'ateliers pour des zones extrêmement réduites, en donnant même le nom français de bourg ou de petite ville où des émissions monétaires avaient pu être faites. Donc, ça n'est plus du tout un sujet tabou. Je vais rapidement vers la fin. Les progrès de l'étude des coins est absolument remarquable grâce aux travaux de Cédric Lopez, qui a monté un système qui s'appelle la reconstitution d'empreintes assistées par ordinateur, le REAO, et qui permet, même en l'absence du coin monétaire de l'outil, simplement par le traitement des images informatiques, de restituer des images complètes et de multiplier en quelque sorte par type de monnaie le nombre iconographique, si on veut bien, de monnaies émises à partir de ce type. C'est tout à fait remarquable, et il en a fait l'essai sur ces monnaies du Sud-Ouest. Un énorme progrès a été fait sur la zone dite du denier, cette zone où c'est une dénomination de Colbert. La zone du denier était cette région des 5 ou 6 peuples éduins et péri-éduins qui auraient frappé pour des raisons fumeuses d'ordre commercial, le souci d'imiter les marchands romains ou que sais-je, ces petits quinaires qui sont souvent des imitations de la Roma ou des imitations de deniers de la République romaine. Et les études les plus récentes, et notamment de grands ramassages de surface intelligemment menés et exploités, ce qui n'est pas toujours le cas, dans la Somme, ont montré qu'il s'agissait de monnaie purement militaire. Vous allez avoir bientôt, à propos du trésor de Basing, un bouquin qui va sortir, enfin ça fait plusieurs mois qu'on nous annonce sa sortie très rapide, voilà quelques semaines maintenant, justement sur ce point, et il est maintenant tout à fait admis, ne serait-ce que par les quotients de ces monnaies qu'on trouve sur des établissements civils, qu'il s'agit bien de monnaies militaires et qui servaient à solder des auxiliats, des troupes d'auxiliats, et ce, jusqu'au Principat d'Auguste. Et là, la dernière approche dans les cahiers numismatiques de la Sénat sur le site de Kerflor montre bien qu'une équipe de soudards gaulois sont venus réoccuper une ancienne enceinte lathénienne et ont inondé le coin de leurs petits quinaires, même s'ils sont assez dégradés par les invasions chimiques en terre arable. Mais maintenant, ça n'est plus contesté. C'est bien d'un monnayage militaire qu'il s'agit. Un énorme progrès a été fait par l'actualisation systématique des cartes de répartition et faciès chronologiques des sites. Là, on ne fait plus d'analyse structurale des missions données, mais on prend les types monétaires dans une ligne d'évolution, on en fait l'histoire et on s'en sert pour expliquer l'histoire des sites. Et on rectifie en passant des erreurs absolument monumentales. Certains auteurs très récents, j'ai vu récemment avec Nicolas Magnos, on travaille beaucoup sur les questions, le travail va sortir bientôt, on a vu, n'est-ce pas, un ouvrage sortir et basant le monnayage des Sénons, un peuple historique cité par César, important, qui s'était divisé en deux au début de l'âge du fer pour qu'une partie du peuple migre en Italie du Nord, et tout en gardant son nom, ami des Parisiens. Le seul point monétaire parisien qu'on a trouvé, des Parisis qu'on a trouvé, là, était dans Lyon. Eh bien, quand j'ai lu ce travail, je suis quand même tombé de très haut parce que je me suis aperçu que les sites de référence étaient tous les 5 des sites tardifs, et même extrêmement tardifs, puisque 2 d'entre eux étaient post-césariens. À lire cet ouvrage, les monnaies les plus anciennes des Sénons, grâce à un rétablissement dont j'ai fait allusion tout à l'heure, de la datation des potins, consistaient en potins au sanglier, les potins à la tête d'Indien, qu'on a trouvés par milliers sur le site de Noyen-sur-Seine et qui sont datables du milieu du IIe siècle avant. Et puis, pratiquement jusqu'à
jusqu'au règne d'Auguste, ils avaient quelques petits bronzes frappés, dont certains avec le nom de Sénou, Diamilos Sénou, Diamilos le Sénon, et quelques petites monnaies épigraphes. Mais curieusement, à part les globules à la croix qui parsemaient les deux rives de toute la Seine moyenne et qu'on trouve en assez grande abondance chez 6 peuples différents, et qu'on trouve d'ailleurs jusque dans l'île de Bretagne, eh bien les Sénons n'avaient pas de monnaie d'or. Ils en étaient tout à fait dépourvus, au contraire des peuples voisins qui utilisaient en paramonnaillage les globules à la croix, mais qui avaient bel et bien leur monnaillage en or qui était riche et qui était abondant. Les Sénons n'en avaient pas. Alors nous avons fait avec Nicolas Magnos un gros travail de recherche dans la seule mine dont nous autres, actuellement non professionnels, chercheurs indépendants, comme on dit si bien, disposons, c'est-à-dire les collections qui n'ont pas été... qui n'ont pas disparu, qui n'ont pas été essaimés, vendus ou que sais-je. Et il y en a encore beaucoup plus qu'on pourrait le croire, qui se transmettent quelquefois d'une génération à l'autre. Et la seule mine des personnes comme nous actuellement, à mon sens, sont beaucoup plus que les fouilles officielles qui sont en état de restriction, si j'ai bien compris les pétitions de l'an dernier, n'est-ce pas, et beaucoup plus que les collections muséales pour lesquelles on n'a pas beaucoup de provenance, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu dans les collections privées qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on le croit, beaucoup plus riches qu'on s'y attend et qui ont été constituées par des gens qui n'étaient pas forcément des pillards. C'est là, à mon avis, où il faut aller, où il faut rechercher, et on trouve des mines d'informations remarquables. Ce faisant, je voudrais simplement vous dire que le seul monnaillage en or, l'un des 2 monnaillages en or qu'on pourrait prendre en considération, était celui du type dit de Chénov. Les spécialistes doivent connaître le type de Chénov qui a toujours été donné aux Éduins. Simon Skers, dans son travail sur le type de Chénov, avait décrété péremptoirement que c'était une émission en or et de N. Ben oui, mais manque de peau, comme qui dirait, elle parlait de 26 monnaies. Sur ces 26 monnaies, 16 provenaient du trésor de Chénov proprement dit, qui lui avait été trouvé au sud des territoires éduins. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un trésor trouvé enfoui loin de son lieu d'origine? Et 3 seulement sur les 10 éléments, 16 pièces, et 10 autres, dont 4 avaient des provenances. Ces provenances d'ailleurs étaient extrêmement vagues et pouvaient intéresser le sud du pays éduin. Nous avons fait quand même, Nicolas Magnos a fait des recherches importantes dans les collections privées qui ont été constituées depuis, disons, 1980, et nous avons trouvé 464 exemplaires de stataires de Chénov et de leur division, qui sont répartis sur une carte de répartition tout à fait éloquente et qui démontre que l'expansion n'a pas eu lieu d'est en ouest, mais en croissant de lune du nord, tu me rectifies si je dis une bêtise, jusqu'au sud-est, et qu'il s'agit à l'origine, du côté de Tonnerre et du sud du pays des Sénons, d'un monnaillage en or purement sénon. Je suis en train actuellement entre nous de faire le même travail sur les stataires du type de Beaune, et progressivement, j'en arrive à peu près à la même conclusion. Hein, c'est vous dire l'état dans lequel se trouve actuellement l'ensemble des attributions des monnaillages gaulois. Voilà les conclusions auxquelles on arrive maintenant en prenant en compte tous les éléments dont je vous ai parlé. Ma conclusion sera rapide. Je crois à l'heure actuelle que c'est une erreur en tout domaine de la numismatique gauloise que de parler de système, d'économie monde, de machins plus ou moins structurés, qui ne se vérifient jamais dans les faits. La seule question qui est encore intéressante en numismatique gauloise, c'est le constat. Il convient actuellement d'opérer le maximum de constats, vérifiés par les faits, publiés, n'est-ce pas, et d'arriver petit à petit à une mise en place très difficile de ce qui s'est passé, comme viennent de le faire les spécialistes qu'on n'avait pas sur les monnaillages du sud-ouest. Un très gros progrès est fait avec Eneko Iriart, Calgarin,
notre collègue pour Marseille, les études de Monet-à-la-Croix qui sont maintenant considérables, les travaux de Feugère et de Michel Py qui sont fondés sur les stratigraphies du site de la Tara et qu'on arrive à dater maintenant d'une façon bien meilleure. On a fait d'énormes progrès sur les monnayages du Sud-Ouest et les monnayages gaulois du Sud-Ouest, je parle bien sûr. Je mets les purs massaliotes entre parenthèses. Alors actuellement, je termine par une note de tristesse, il va être de plus en plus difficile de travailler. Mon propos n'a absolument rien de politique, mais on voit relativement peu, depuis quelques années, de publications officielles de sites dont les monnaies occupent une place importante. Curieusement, moi j'ai lu récemment un travail qui a été fait en publiant les centaines et les milliers de monnaies trouvées à Antigny, dans le gué de Sceaux, où Yernard, qui est tout de même l'ancien grand spécialiste de la numismatique gauloise dans le Sud-Ouest et professeur de faculté, a fait un article épouvantable en précisant à quel point la qualité de l'étude des monnaies du site avait été massacrée, avait été loupée, ou avait été, enfin, comme vous voudrez. C'est un phénomène qu'on rencontre maintenant à peu près partout. Quand par hasard, il y a publication d'un site où ont été trouvées des monnaies, au lieu d'utiliser la scène la plus en vue, maintenant les monnaies sont ravalées derrière d'autres éléments qui sont importants, mais qui ne contribuent pas à l'histoire, comme les tessons de poterie, par exemple. C'est très intéressant. Les tessons de poterie permettent de dater l'occupation d'un site d'un terminus à l'autre. Mais ça ne raconte en rien l'histoire du site. Et c'est ce qu'on a voulu montrer récemment à propos du site de Kerflor. De même, c'est très gentil de revenir dans certains cas au monnayage des cités, mais qu'on me cite un seul cas où on a trouvé en Gaule un atelier monétaire polyvalent. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Il y a la trace de quelques petits ateliers mobiles qui ont travaillé pendant relativement peu de temps à des endroits précis, y compris sur des sites importants, comme Coran, comme le Titelberg, comme les grands sites Arvernes. On n'a jamais trouvé en Gaule un atelier monétaire polyvalent, ni surtout ayant œuvré sur une durée suffisamment longue. C'est un fait négatif, mais qui a quand même son poids. Bon, moi, je constate simplement qu'à l'heure actuelle, pour travailler, les chercheurs indépendants que nous sommes n'ont plus à leur disposition que les collections qui n'ont pas été inventoriées, qui sont nombreuses, qui sont très riches et qu'il faut absolument cultiver. À cet égard, des associations comme Archéomatrix travaillent remarquablement bien en essayant de rassembler toutes les trouvailles avec leur provenance et en les analysant type par type pour en faire un travail qui vaut largement celui dont je parlais tout à l'heure, pour l'Île-de-France, et c'est cela qui doit être encouragé. Actuellement, un chercheur indépendant comme nous n'a plus les monnaies officielles à sa disposition, parce qu'on en trouve guère, et quand on en trouve, elles ne sont pas communiquées aux étrangers, et elles ne sont souvent pas publiées. En armorique, par exemple, je considère qu'il est inadmissible que des trésors comme celui de Liffré ne soient pas publiés depuis maintenant 35 ans, que le trésor de Polier, comment ça s'appelle ? Oui, c'est ça. Lascaux ne soit pas publié depuis 14 ans, alors que c'est la clé du monnayage des peuples des côtes du Nord, que le trésor d'Hennebont, qui a été pourtant déclaré à peu près normalement et laissé de marbre les autorités, n'ait été publié que sur l'initiative d'un chercheur indépendant, qui est Samuel Gouet, pour ne pas le citer, et que récemment, le trésor de Piolaine ait été indûment massacré, il n'y a pas d'autre mot, en étant livré au marché au lieu d'être acheté par les musées d'État, uniquement sur un oukase d'une hauteur avec un nœud, d'une auteur qui, désormais, depuis quelque temps, a été connue. Et
et qui est, disons, le tapis dans l'ombre du ministère de la Culture. Voilà. Cela étant, nous travaillons avec ce que nous avons et nous n'avons plus actuellement que l'accès aux collections privées des gens qui veulent bien nous ouvrir leurs portes. Je vous remercie de votre attention. Je voulais vous dire tout ça rapidement. C'est pas très drôle, mais je pense que ça pouvait être utile.